Allô tout le monde. François, est-ce que tu veux commencer? Il est 14h01. Il n'y a pas encore tout le monde, mais on peut, tu sais, on peut débuter. Euh, oui, pour les personnes qui souhaitent ne pas être enregistrées, il va juste couper vos caméras. Puis Samuel, je pense que tu peux envoyer l'enregistrement. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Ben, je vais commencer alors. Je me présente François Fournier. Je suis chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Je suis sociologue. Merci Thierry, qui n'est pas là aujourd'hui, mais merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Merci de prendre de votre précieux temps pour m'écouter pendant 35 minutes et ensuite pour échanger un dernier 25 minutes. Euh, Vous êtes toutes et tous des experts du domaine alimentaire et des interventions alimentaires. Alors, j'ai pas la prétention de vous en apprendre beaucoup cet après-midi. Disons que ma présentation est surtout un prétexte pour prendre un peu de recul, faire le bilan, réfléchir à des perspectives en matière d'insécurité alimentaire. Ça fait déjà quelques années que l'actualité nous rappelle très régulièrement la précarité de plusieurs personnes et familles en situation d'insécurité alimentaire, ce qui donne sens d'ailleurs à vos actions. Alors, le déroulement en cette étape, un rappel des définitions de base, l'insécurité alimentaire, c'est les statistiques les plus récentes, la conjoncture actuelle, les prévisions, les conséquences de l'insécurité alimentaire, ses causes, les réponses qui sont données sur le terrain. Et pour finir, une question, est-ce qu'une réduction durable de l'insécurité alimentaire est possible? Alors, on va commencer par le commencement avec une définition assez classique là, qui fait consensus. L'insécurité alimentaire consiste en un accès inadéquat ou incertain à des aliments en quantité et en qualité suffisante, principalement en raison de je vais compléter la définition tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Alors, d'ici là, un peu de suspense. Ici, je voudrais aussi simplement attirer votre attention sur une nuance de terminologie quand on parle de projet en insécurité alimentaire et de projet en sécurité alimentaire. La notion de sécurité alimentaire, c'est pas seulement le contraire de l'insécurité alimentaire, parce qu'elle est souvent aussi utilisée pour englober des réalités, des interventions qui ne concernent pas directement la situation des ménages. Alors, les projets et initiatives qui sont en insécurité alimentaire ont pour principal objectif d'apporter un soutien immédiat aux familles et aux individus confrontés à la précarité alimentaire. Alors que les projets et initiatives en sécurité alimentaire sont généralement en fait beaucoup plus systémiques. Ils ont des objectifs qui visent la collectivité, peuvent englober des enjeux et des projets comme l'autonomie alimentaire du Québec, la réforme des systèmes alimentaires, la disponibilité et l'approvisionnement des aliments, la politique agricole, comment protéger les systèmes alimentaires contre les changements climatiques, etc. Alors, tout ça pour dire que je vais vous entretenir de l'insécurité alimentaire des ménages et non de la sécurité alimentaire de la collectivité. Alors, l'insécurité alimentaire en chiffres. Mais d'abord, comment on arrive à un portrait statistique de l'insécurité alimentaire? Alors, c'est Statistique Canada qui compile les données sur l'insécurité alimentaire à tous les ans avec l'enquête canadienne sur le revenu. C'est quand même une grosse enquête, 50 000 personnes là, au Canada, gros sondage. Et dans l'enquête, il y a un module de 18 questions qui s'appelle le module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages. Et c'est à partir de ces questions, des réponses à ces questions-là, que Statistique Canada détermine si un ménage est en situation d'insécurité alimentaire ou de sécurité ou d'insécurité alimentaire. Alors, les réponses au questionnaire permettent de déterminer le taux, donc le pourcentage de ménages en insécurité alimentaire, mais aussi de
classer les ménages en fonction de leur degré d'insécurité alimentaire. Alors, Statistique Canada distingue trois niveaux d'intensité d'insécurité alimentaire. Alors, insécurité alimentaire marginale, modérée, grave. C'est pas une invention de Statistique Canada. En fait, le Canada s'est inspiré beaucoup de travaux et en fait, de l'agence américaine là, qui récolte des données jusqu'à dernièrement, en tout cas sur l'insécurité alimentaire. Mais il y a aussi beaucoup de pays européens qui utilisent cette typologie-là en trois grades. Alors, marginale ou légère, c'est l'incertitude ou la crainte de manquer de nourriture, ce qui peut amener à limiter ses choix. Modéré, c'est la diminution de la qualité ou de la quantité des aliments consommés. Grave, ben, c'est la réduction de l'apport alimentaire, des repas sautés. On peut carrément parler de faim ici. Euh, donc, les statistiques les plus récentes disponibles, c'est de l'enquête canadienne sur le revenu de 2023. Il y a en effet un écart entre la collecte, un écart de 2 ans entre la collecte de données et la publication des données. Donc, c'est les plus récentes, 2023. Et au Canada, là, c'est pas indiqué ici, mais au Canada, c'était en 2023 25,5% des personnes qui étaient confrontées à diverses formes d'insécurité alimentaire. Et au Québec, comme on voit ici, c'était presque 20% de la population. Au Québec, c'est quand même la quatrième hausse consécutive de l'insécurité alimentaire depuis 2019. On est donc passé de 11%, presque 11% en 2019 à quasi 20% en 2023. Autre source de préoccupation, en fait, c'est que les niveaux d'insécurité alimentaire modérés et graves ont connu une augmentation quand même marquée de 2019 à 2023, passant de 7 à 11%. Alors, euh, évidemment, il y a certains groupes de personnes qui sont touchés de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire. Alors, qui est le plus touché en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques? Alors, on parle de minorités visibles, ça c'est la catégorie de Statistique Canada. On parle de 34,8% de personnes qui s'identifient comme minorités visibles contre 16% pour les personnes qui ne s'identifient pas comme une minorité visible. Et parmi le 34,8%, le taux d'insécurité alimentaire atteint 50% chez les personnes qui s'identifient comme noires. Dans la population immigrante, c'est 27%. La population autochtone, c'est, d'après Statistique Canada, 23%. Mais bon, ces données-là sont à utiliser avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon, parce qu'en fait, le pourcentage est fort probablement plus élevé. Par exemple, chez les Inuits du Nunavik, en particulier, il y a une étude qui a été menée par les Inuits eux-mêmes qui indiquait que le taux d'insécurité alimentaire atteignait 77%. Ici, bon, c'est pas sur le tableau, mais les personnes en situation de handicap, j'ai pas les données pour 2023, mais il y a plus de personnes qui doivent composer avec une incapacité qui se trouvent en insécurité alimentaire par rapport aux personnes qui n'ont pas d'incapacité. L'insécurité alimentaire, donc, selon l'âge, alors l'insécurité alimentaire est en forte hausse chez les jeunes. La colonne de gauche, c'est les enfants, donc les personnes âgées de moins de 18 ans. Ils sont particulièrement touchés par l'insécurité alimentaire. Le taux est passé de 20% en 2022 à 27% en 2023. Évidemment, c'est une situation particulièrement préoccupante compte tenu des risques que pose l'insécurité alimentaire pour le développement des enfants et leur scolarisation. L'insécurité alimentaire touche aussi les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, chez qui le taux d'insécurité alimentaire a bondi de 16% à 23% entre 2022 et 2023, d'après une étude du prof de sociaux au Cégep du Vieux-Montréal, François Régimbal. Il a fait une étude qui a été réalisée entre 2023 et 2025 et c'est 44% des cégepiens qui vivraient une forme d'insécurité alimentaire
On parle peut-être surtout des cégepiens qui sont en appartement, donc qui viennent des régions puis qui n'habitent plus chez leurs parents. Euh, et des cégeps et des universités qui offrent maintenant des repas gratuits. Et c'est comme du jamais vu. Alors maintenant, qui est plus touché selon les types de familles? Alors, les familles avec enfants sont plus touchées par l'insécurité alimentaire avec près de 24 et c'est surtout le cas en particulier des familles monoparentales avec un pourcentage de près de 38 on parle pas souvent des personnes seules qui représentent quand même un ménage sur cinq au Québec, mais c'est plus de 20 d'entre elles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et on sait que plusieurs d'entre elles fréquentent les banques alimentaires aussi. Euh, bon, la proportion de ménages en insécurité alimentaire selon la part du revenu total consacré aux frais de logement. Alors, on ne sera pas étonné ici, il y a beaucoup plus de locataires en situation d'insécurité alimentaire que de propriétaires. En 2022, c'était presque trois fois plus. Donc 26% contre 26% locataires, 29% propriétaires. Ce tableau-là, il dit quoi? Il dit plus le logement, le poids du logement est lourd dans le budget, plus l'insécurité alimentaire est fréquente. Alors, concrètement, quand le coût du logement accapare 30% ou plus du revenu, c'est presque un ménage sur trois qui est touché, contre un ménage sur sept quand le coût du logement est de moins de 30%. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous renvoie, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à consulter une étude très récente là, de ma collègue Sandy Torres de l'Observatoire, qui fait justement le lien entre la crise du logement et l'insécurité alimentaire. Une dernière diapo sur les données régionales. Alors, de la sécurité alimentaire. Ici, ce sont pas des données de l'enquête canadienne sur le revenu, c'est plutôt des données récoltées par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, récemment, en août 25. Il faut être prudent avec les résultats parce que la méthodologie n'est pas la même que celle utilisée par l'ECR, l'enquête canadienne sur le revenu. Mais l'intérêt de ces données-là, c'est qu'elles nous donnent des indications sur les variations régionales de l'insécurité alimentaire. Alors, les résultats pour le niveau total là, d'insécurité alimentaire, alors, on voit que l'Anaudière connaît le plus haut taux avec près de 30 l'Estrie et les Laurentides sont en bas de la moyenne avec 16-17 et puis Montréal se situerait autour de 21. Maintenant, conjoncture et prévision. Alors, la sécurité alimentaire est en hausse depuis 2019, on l'a vu. L'aiguille baisse pas. On s'attend pas à ce qu'elle baisse prochainement, du moins pour les ménages défavorisés. Le rythme de l'inflation a diminué, c'est vrai, ralenti, mais les prix pour se loger et s'alimenter demeurent élevés. Côté logement, bon, on le sait, il y a une crise de l'accessibilité financière avec des logements inabordables, pénurie de logements locatifs, déficit chronique de logements sociaux, l'augmentation de la précarité résidentielle et de l'itinérance. Euh, et les loyers québécois, on a appris ça là, la semaine passée, ont augmenté de 9,6 sur la dernière année, qui est la plus forte hausse au Canada, puis Montréal en particulier est touché. Comme le logement est généralement bon, une dépense incompressible, c'est souvent l'alimentation qui en subit les contre-coups. Et pour aggraver la situation, en plus de ce côté-là, le prix du panier d'épicerie a beaucoup augmenté ces dernières années. En fait, depuis le choc inflationniste à partir de 2021, les aliments de base coûtent 25 plus cher au Québec. Donc, avec les fortes hausses passées, puis la pression des autres dépenses essentielles comme le logement, ça fait que l'alimentation est un poste budgétaire qui est de plus en plus difficile à assumer pour beaucoup de ménages. Euh, Toujours, pour ce qui est des prévisions, voilà. Là, on va y revenir tout à l'heure, mais la demande pour de l'aide alimentaire d'urgence a augmenté de 37 en 2022 et 2025.
en atteignant en 2025, si on l'a appris hier avec la publication du bilan fin de Banques alimentaires du Québec, donc a atteint 3,1 millions de demandes d'aide par mois qui sont répondues par le réseau. C'est même davantage que ce qu'avait prévu, comme on le voit dans le tableau, en début d'année, Banques alimentaires du Canada. Banques alimentaires prévoyait une demande à un niveau de 2,94 millions. Et finalement, c'est 3,1 et prévoit, ça c'était l'étude de l'année passée, prévoit la poursuite de ces augmentations-là dans les années à venir. On peut imaginer que ça va peut-être être même pire que ce qu'on voit là. Alors, l'impact, bon, je pense que c'est important de parler des conséquences, de rappeler les conséquences de l'insécurité alimentaire. Quand des personnes ne peuvent pas se permettre de la nourriture dont elles ont besoin pendant une bonne période, ça a des conséquences sur leur physique, leur santé physique et mentale. Je lisais l'autre jour d'ailleurs un article où le journaliste rapportait que le nombre de recherches sur Google avec l'expression repas de misère ou en anglais struggle meals au Canada avait récemment explosé. Euh, donc, les ménages à budget restreint, évidemment, délaissent les aliments frais et nutritifs au profit de produits moins chers, moins nourrissants comme les pâtes et le riz, ce qui soulève d'importantes préoccupations sur la qualité de l'alimentation et ses effets. En tout cas, bref, les conséquences sont nombreuses, comme la précarisation de la santé avec un risque plus élevé de développer des maladies chroniques, une fréquence accrue d'hospitalisation, des décès plus précoces aussi, fragilisation de la vie, de la qualité de vie familiale avec une modification des habitudes alimentaires, des rituels familiaux. Ça peut entraîner une diminution de la sociabilité, d'augmentation de l'isolement social, les obstacles à la réussite scolaire avec le ventre vide, puis finalement, ben, un fardeau économique pour le système de santé parce que la probabilité de devenir ce qu'ils appellent dans le milieu utilisateur à coût élevé du système de santé est forte, en particulier pour les personnes qui vivent une insécurité alimentaire modérée ou grave pendant une période de temps prolongée. Alors, là, après tout ça, bon, c'est le moment d'aborder peut-être les causes de l'insécurité alimentaire. Donc, on peut distinguer deux types de causes. Des circonstances qui compliquent l'accès aux aliments et une cause que j'appellerais dominante. Donc, du côté... non, pas ça. Voilà. Oui, pardon. Donc, du côté des circonstances qui sont reconnues là, comme compliquant l'accès aux aliments, il y a les problèmes de santé physique et mentale, situation de handicap, toutes les situations qui peuvent conduire à l'isolement social, les déserts alimentaires aussi. Ces situations-là sont pas toujours en soi prises toutes seules des causes déterminantes de l'insécurité alimentaire, mais quand elles sont couplées à une condition d'insécurité financière, c'est là où ces circonstances-là peuvent aggraver, précipiter des personnes en insécurité alimentaire, les faire basculer dans cette situation-là. Bon, certains signalent aussi d'autres causes, comme le fait de ne pas savoir cuisiner ou de mal budgéter. Les résultats de la littérature scientifique ne vont pas dans ce sens-là. On peut certainement penser que ça n'aide pas de ne pas savoir se débrouiller dans une cuisine ou avec son budget, mais ce qu'on entend plutôt davantage, c'est les miracles quotidiens que tentent d'accomplir les personnes démunies avec le peu qu'ils et elles ont. Alors, donc, mais la principale cause. Alors, quand on examine la cause la plus pesante et la plus constante de l'insécurité alimentaire, on constate quel est le résultat de ressources financières insuffisantes. Pourquoi? Alors, ça m'amène justement à un tableau qui éclaire pourquoi et pourquoi on en vient à cette conclusion-là. Alors, qu'est-ce que ce tableau-là nous montre? Bon, d'abord, dans le tableau, il y a les cinq lignes plus ou moins horizontales là,
représente la division de la population en 5 quintiles, c'est-à-dire 5 tranches égales de 20% de la population en fonction de leur revenu. Autrement dit, le quintile 1, qui est ici en rouge, qui est tout en haut, représente le 20% de la population avec le plus faible revenu. Et le quintile 5, qui est tout en bas, en beige, le 20% de la population avec le revenu le plus élevé. Alors, là, dans ce tableau-ci, insécurité alimentaire selon le quintile de revenus, on constate plusieurs choses, mais je vais en noter deux. Premièrement, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, la ligne rouge d'en haut et la ligne beige d'en bas. Euh, En 2022, les plus pauvres avaient 4 à 5 fois euh, plus de chances d'être en insécurité alimentaire que les plus riches. 28% versus 6%. Deuxièmement, l'évolution de l'insécurité alimentaire dans la classe moyenne depuis 2019. On sait que la situation économique de la classe moyenne s'est détériorée dans les dernières années et ça paraît sur le plan de l'insécurité alimentaire. La classe moyenne, disons pour faire simple, c'est plus ou moins le troisième quintile de revenus et sur le tableau, elle est représentée par la ligne verte. Donc, de 2019 à 2022, l'insécurité alimentaire dans la classe moyenne a plus que doublé, en fait, passant de 7,8% à 17%. Alors, c'est pas sur le tableau ici, mais je veux vous dire que les stats montrent que 37,5% des personnes qui ont des prestations d'assistance sociale, donc aide sociale, solidarité sociale, revenu de base, sont en situation d'insécurité alimentaire, donc plus du tiers. Et 21% des personnes qui reçoivent des prestations d'assurance emploi sont en insécurité alimentaire. Bon, ah oui, ça c'est important. Autre note qui n'est pas sur le tableau non plus. Alors, sur 100% des personnes qui sont en insécurité alimentaire, qui ont 15 ans et plus, les trois quarts ont des revenus d'emploi. Donc, il y a une croissance du nombre de travailleurs pauvres et une raison parmi d'autres, c'est que le marché de l'emploi est moins favorable au travail à temps plein, que le salaire minimum ne suffit pas nécessairement là, à subvenir aux besoins de base. Et d'ailleurs, on constate dans le dépannage alimentaire qu'il y a de plus en plus de travailleurs et de travailleuses qui fréquentent les banques alimentaires. Donc, oui, c'est ça. Sévérité de l'insécurité alimentaire chez les personnes à faible revenu, croissance importante de l'insécurité alimentaire dans la classe moyenne. Et suite. Alors, il faut compléter la définition de la sécurité alimentaire puisque j'avais laissé en suspens la définition complète de l'insécurité alimentaire. On peut la compléter ainsi. L'insécurité alimentaire consiste en un accès inadéquat ou incertain à des aliments en quantité et en qualité suffisante, principalement en raison d'un manque de ressources financières. Et là, quand on se pose la question, oui, mais la cause ou les causes des causes, c'est quoi? Donc, aller un petit peu plus loin dans la réflexion, parce que bon, la cause immédiate de l'insécurité alimentaire, c'est l'absence de ressources financières, mais pourquoi les ressources financières sont-elles insuffisantes? Ben, conditions d'emploi précaires, je viens de le dire, les trois quarts des personnes en insécurité alimentaire ont principalement des revenus d'emploi, ce qui veut dire que le fait de travailler n'est pas une garantie contre la pauvreté. Le coût de la vie, donc logement, alimentation, transport, forte pression là, sur budgétaire, en particulier sur les ménages à faible revenu. Et puis, ben, un filet social imparfait, les programmes d'assistance sociale, d'assurance emploi entre autres, là, ne permettent pas à plusieurs de leurs prestataires de couvrir leurs besoins de base. Alors, maintenant, on aborde les réponses. Alors, on va se le dire, les principales réponses actuelles à l'insécurité alimentaire, ça se passe sur le terrain. Vous êtes euh, bien positionné pour le savoir. Les réponses communautaires à l'insécurité alimentaire, en fait, sont nombreuses et variées. On peut les catégoriser de différentes manières. Moi, je propose ici là, une catégorisation un peu grossière. Il y en a d'autres possibles, mais ce sont toutes des actions
sans lesquels des centaines de milliers de familles, de concitoyens seraient dans une situation encore plus critique. D'abord, un mot sur les services alimentaires. Alors, l'augmentation des besoins en aide alimentaire d'urgence et la difficulté des banques alimentaires à y répondre, ça a entraîné l'émergence et la convergence de multitudes de nouvelles initiatives qui visent à renflouer les réserves du dépannage alimentaire. Parce que les dons d'épicerie, les dons alimentaires individuels, les apports des cuisines collectives, les dons philanthropiques suffisent plus à approvisionner les banques alimentaires. Et d'après le rapport publié hier par Banques alimentaires du Québec, c'est 7 organismes d'aide alimentaire sur 10 qui ont manqué de denrées dans la dernière année. Et la moitié d'entre eux ont dû faire des achats pour faire face à cette situation-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que plusieurs initiatives communautaires s'organisent en partenariat avec des producteurs locaux et parfois avec les municipalités. Puis il y a même certains dépôts alimentaires qui vont jusqu'à eux-mêmes se lancer dans la production agricole, y compris urbaine, la culture maraîchère. Puis également, ce qui est mis à profit, c'est le glanage, c'est-à-dire la récupération des fruits et légumes laissés dans les champs, puis aussi la récupération d'aliments tout court. Donc, c'est mis à profit pour renflouer les caisses là, des dépôts alimentaires. Bref, c'est une véritable industrie qui se met en place là, autour du dépannage alimentaire. Un aspect et une conséquence intéressante de ces initiatives-là, outre le fait qu'elles témoignent d'une grande solidarité communautaire et citoyenne, c'est le fait que le dépannage alimentaire a une offre plus variée, disons peut-être plus santé qu'avant, avec davantage de produits frais, dont des fruits et des légumes, mais vous pourrez me corriger là-dessus si je me trompe. Un mot aussi sur les projets pilotes en cartes et coupons alimentaires qui se multiplient un peu partout dans la province. La durée de ces projets-là et le nombre de ménages touchés sont limités, mais les résultats semblent positifs. Puis on peut se demander quelle conclusion va en tirer le gouvernement. On continue, on y va à une grande échelle, on en reste là ou on ferme les livres. Euh, il y a la carte proximité. Je pense dans vos réseaux qui circulent. Alors peut-être ce serait intéressant de voir là, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que les utilisatrices et les utilisateurs vous donnent comme rétroaction. Euh, les programmes d'alimentation scolaire, ça me paraît important. Ça offre des repas préparés, comme vous savez, dans les écoles. On pense en particulier au club des petits déjeuners, les cantines pour tous. Les repas sont pas toujours nécessairement gratuits, mais souvent offerts en fonction de la capacité de payer des parents. Mais ces programmes-là peinent aussi à répondre à la demande malgré l'aide gouvernementale et plusieurs écoles sont sur la liste d'attente. Donc, les services d'aide alimentaire, proposer des aliments frais à bas prix avec les marchés publics extérieurs, les épiceries solidaires, les jardins collectifs et communautaires, les groupes d'achat, glanage, développer les compétences alimentaires aussi avec les cuisines collectives qui font plusieurs choses aussi, et les ateliers de planification budgétaire et d'achat à l'épicerie. Alors, donc, on vient de voir donc des exemples d'actions qui sont déployées sur le terrain partout au Québec, de dire qu'elles sont précieuses et vitales. Bon, c'est un euphémisme, là. Elles sont indispensables, exigeantes, créatives et, on va se le dire, sous-financées. Alors, la force de ces interventions-là, elles sont conçues pour nourrir son monde ici et maintenant, soulager la faim. Elles apportent un soutien direct et immédiat aux familles, aux individus pour leur permettre une sortie ponctuelle, momentanée, temporaire, souvent d'une insécurité alimentaire grave, là, sévère. Alors, tu restes toujours en insécurité alimentaire, mais tu es moins souvent, en principe, en insécurité alimentaire sévère. La limite de ces initiatives-là, en fait, c'est qu'elles ne sont pas conçues pour réduire durablement ou prévenir l'insécurité alimentaire, disons sur le long terme.
sinon au jour le jour, mais pas à long terme. Donc, elles n'ont pas le pouvoir de faire ça et c'est pas leur fonction et on peut pas leur demander de réaliser ce pourquoi elles n'ont pas été conçues. Donc, il faut pas mettre de pression supplémentaire dans le type d'intervention que je viens de décrire parce que la sortie durable de l'insécurité alimentaire des ménages existe exige en fait d'autres types de moyens et je vais y venir d'ailleurs dans quelques secondes, mais avant, j'ajouterais que plusieurs des programmes et actions que j'ai décrits mériteraient d'être évalués de manière peut-être plus systématique quant à leur impact sur l'insécurité alimentaire pour savoir comment faire encore mieux. Bon, alors, je termine ma présentation avec une question et quelques éléments de réponse. Est-ce qu'une sortie durable de l'insécurité alimentaire est possible et qu'est-ce qui fonctionne? Alors, ce que les recherches menées au Canada et ailleurs montrent, c'est que le taux et la gravité de l'insécurité alimentaire, ils sont sensibles aux politiques sociales. C'est-à-dire que le taux et la gravité de l'insécurité alimentaire fléchissent, baissent avec des politiques sociales qui améliorent le niveau et la stabilité des ressources financières des ménages à faible revenu. C'est ça qui fonctionne pour une sortie durable de l'insécurité alimentaire. Autrement dit, il existe des liens bien établis entre le taux d'insécurité alimentaire des ménages et les politiques publiques, notamment en matière d'amélioration des conditions de travail, dont le niveau du salaire minimum, et le renforcement du filet de protection sociale avec les programmes sociaux, les mesures fiscales, etc. Alors, et je dirais que le cas du Québec, justement, par rapport au Canada, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'insécurité alimentaire est pas mal plus élevée quand même dans la moyenne canadienne au Canada que par rapport au Québec. Alors, le cas du Québec, ça confirme l'influence positive des politiques sociales et fiscales sur le niveau d'insécurité alimentaire, parce que, en fait, le taux d'insécurité alimentaire au Québec, il est plus bas qu'au Canada parce que au Québec, il y a davantage de redistribution qu'ailleurs au Canada via donc le système fiscal et les transferts gouvernementaux qui sont plus généreux. Par exemple, les allocations familiales, les programmes d'assistance sociale. Ça ne veut pas dire que tout est parfait au Québec, on l'a vu, mais ça illustre sur quel bouton il faut peser pour faire baisser durablement le taux d'insécurité alimentaire, même pour la prévenir. Euh, D'autres solutions peuvent être envisagées aussi, comme le contrôle des prix des aliments de base et du logement pour dégager davantage d'argent allant à l'alimentation. Bon, est-ce que ce type de politique-là, sociale, économique, éliminerait toute forme d'insécurité alimentaire? Non, mais ça améliorerait grandement, du moins, la situation pour les personnes les plus touchées, en particulier pour celles qui sont affectés par l'insécurité alimentaire grave. Donc, oui, une réduction de l'insécurité alimentaire est possible, mais ça prend des mesures structurelles. Et pour que la réduction soit durable, il faut évidemment que le système de protection sociale soit solide, s'effrite pas selon les conjonctures politiques et économiques. Puis pour terminer, bon, on pourrait se souhaiter que le gouvernement se donne des objectifs ciblés, chiffrés, de réduction de l'insécurité alimentaire ou minimum qui vise l'élimination de l'insécurité alimentaire sévère. De mon côté, comme chercheur, moi, ce que je trouverais utile, c'est que le gouvernement enquête sur l'insécurité alimentaire au Québec pour mieux comprendre les réalités vécues par les personnes et les familles confrontées à l'insécurité alimentaire. Ça pourrait se faire en mettant en place ce que nous, les chercheurs, on appelle une cohorte longitudinale, qui est en fait qui regrouperait un grand nombre de personnes volontaires qui représentent les trois niveaux d'insécurité alimentaire. Et on pourrait suivre leur trajectoire sur plusieurs années. Je pense qu'une approche comme celle-là permettrait de documenter non seulement leur situation concrète, mais aussi les facteurs qui influencent l'évolution positive ou négative de leurs conditions. Donc, c'est tout pour moi et je vous remercie.
Si vous avez des questions, pour l'instant, on n'a pas eu de questions dans le chat, mais si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, bah, n'hésitez pas à lever la main. Ah, il y a Jean-Philippe qui veut, oui, Jean-Philippe. Et puis ensuite Amélie. Je pense que Jean-Philippe, il a juste applaudi Zina. Ah, Comme moi. mince, pardon. Bah, du coup, Amélie, pardon. Merci pour la présentation, super bien présentée, très intéressant, merci. J'avais une question par rapport justement là, euh, aux solutions structurantes, à la nécessité d'avoir des politiques publiques. Est-ce qu'on pourrait dire là, que tout le mouvement de plaidoyer pour la reconnaissance du droit à l'alimentation qu'on voit en ce moment, est-ce que ça pourrait être un bon levier pour l'amélioration des politiques publiques? Puis je me demandais dans vos recherches, est-ce que vous l'avez constaté, ça peut-être dans d'autres pays qui l'avaient reconnu, l'impact sur les politiques publiques quand il y a eu la reconnaissance du droit? Oui, ben, je peux répondre tout de suite si vous voulez. Alors, euh, pour répondre, OK, ma première réponse serait la suivante. Le Québec, les gouvernements du Québec se sont engagés, euh, se sont engagés avec la Charte québécoise des droits et libertés, se sont engagés en co-signant un instrument international sur les droits économiques et sociaux. Il y a la loi aussi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en 2002 contre la pauvreté contre la pauvreté et qui a été adoptée à l'unanimité. Alors tous ces instruments-là, toutes ces lois-là comportent des engagements. Le gouvernement euh, doit fournir un revenu décent. C'est quand même des engagements relativement contraignants, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que, ben, écoutez, on fait ce qu'on peut. On fait le nécessaire. Alors, euh, moi, je suis d'abord pour le droit à l'alimentation. Évidemment, je suis tout pour. Je me demande juste l'efficacité ben, si le gouvernement acceptait de faire ça là, ça voudrait dire quand même, pour être cohérent, qu'il voudrait, que ce serait pas juste là, pour l'image, là, mais qu'il y aurait des conséquences. Euh, mais en soi, ce serait un engagement de plus et puis facile de dire, bah, que voulez-vous? La situation économique n'est pas très favorable, là, fait que on fait ce qu'on peut. Donc, et pour ce qui est du droit à l'alimentation dans d'autres pays, je ne le sais pas. En fait, je suis ignorant de ces situations-là. Euh, mais le droit à l'alimentation, c'est moins une politique publique peut-être que, ben en fait, c'est juste le droit à l'alimentation, c'est dans une charte ou je sais pas, si c'est dans une loi avec des conséquences, avec des obligations de reddition de comptes. Ben, remarquez qu'avec la loi de 2002, il y a aussi des exigences là, de reddition de comptes, mais qui ont pas toujours été, qui ont pas toujours été là, qui ont pas toujours été suivies. Donc, pour essayer de répondre à votre question, je pense que c'est un principe important, mais les gouvernements, c'est comme je vais faire un dernier parallèle, la loi sur l'instruction publique qui dit qu'elle va respecter le principe de l'égalité des chances. Alors, bon, évidemment, votre interprétation puis la mienne sur l'égalité des chances, le respect de l'égalité des chances peut être différente, mais si je dis, écoutez, bon, l'école à trois vitesses puis tout ça, l'égalité des chances, c'est un problème, là. Ah, on fait ce qu'on peut. Alors, bref, donc je suis certainement pas contre là, si ça peut mettre de la pression, si ça peut mobiliser, mais moi je pense que le plus important c'est de faire pression sur le filet social. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je fais une promo observatoire. Au mois d'avril, nous organisons une journée, nous avons une conférence sur le filet social avec des gens, pas juste des universitaires, des gens du communautaire,
etc., qui vont venir nous parler des forces et des faiblesses du filet social québécois et comment est-ce qu'on peut améliorer les programmes, les mesures, et puis faire un peu une espèce de portrait socio-démographique des gens qui en arrachent le plus, là. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Il y a un commentaire de Marie-Ève qui dit ça favoriserait peut-être une priorisation des gouvernements. C'est une question envers l'alimentation pour tous. Non, c'est Marie-Ève, pas une quoi? question, Ah, c'était ok. c'était un commentaire par rapport à ce que M. Fournier disait en réponse à Amélie du fait de si on avait un plaidoyer pour je sais pas exactement le terme que tu as utilisé, Amélie, là, un plaidoyer pour le droit à l'alimentation pour tous ou l'accès à l'alimentation pour tous, s'il y avait si c'était intégré à une charte ou à bon, quelque chose comme ça, ce que je disais, c'est que ça favoriserait peut-être une priorisation du gouvernement envers l'alimentation. Une obligation ou une priorisation. C'est juste mon commentaire. Merci Non. Marie-Ève. En fait, il y a j'ai pas la Charte québécoise des droits et libertés devant moi, mais il y a un chapitre qui s'appelle Droits économiques et sociaux. Et justement, il y a des gens je pense que c'est des Québécois en plus, qui sont allés jusqu'en Cour suprême pour dire, ouais, mais c'est pas respecté, ça, les droits économiques et sociaux. Et il y a un jugement de la Cour suprême qui a dit, ouais, mais bon, je tourne les coins carrés, mettons. Mais qui a dit, ouais, mais c'est pas des droits fondamentaux, là. C'est pas comme la liberté de la presse, la liberté, droit à la vie, puis tout ça. Donc, c'est comme les parents pauvres, comme un de mes amis appelle ça. C'est les droits économiques et sociaux, c'est les parents pauvres des droits dans la charte. Donc, c'est ça, c'est le problème, là, c'est qu'on n'arrive pas à faire prendre au sérieux parce que, bon, c'est sûr là, que quand on parle de droits économiques et sociaux, là, ça interpelle beaucoup des gouvernements et les priorités d'un gouvernement. Puis ça ne va pas nécessairement dans le bon sens pour plusieurs gouvernements, là. C'est pas ça qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, ils veulent le moins d'engagement possible, avoir le plus de liberté possible. Et c'est pour ça qu'ils résistent beaucoup là, aux engagements. Mais ça dépend des périodes. Quand les rapports de force sont comme en 2002, il y avait Françoise David, entre autres, et tout ça, et des militantes incroyables, et qui ont mis beaucoup de pression sur les gouvernements depuis des années, là, avec la marche des Pains des Roses, entre autres. Ça a fait en sorte que l'Assemblée nationale au complet a décidé d'adopter la loi de 2002. Mais bon, c'était comme un peu vite oublié aussi, là. Fait que c'est ça. Je veux pas être négatif, là, mais faut être réaliste par rapport. Mais il faut leur rappeler. Moi, je me fais toujours un plaisir de leur rappeler l'engagement. Ouais, mais vous savez que les gouvernements se sont engagés. Ça, c'est important parce que c'est quand même des engagements là, forts et puis on peut s'accrocher à ça, puis on peut pas se faire traiter d'extrémiste là, quand on parle de la charte québécoise des engagements de la loi de 2002 et d'autres lois aussi. C'est des engagements, puis soyez cohérents avec vos engagements. Il y a Alexandra qui a la main levée et puis il y a Gazali. Oui, ben François, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment, vraiment intéressant. Moi, c'est des questions qui me passionnent énormément, mais c'est sûr que c'est encore une fois des chiffres qui tombent sur les individus, puis qu'on leur dit, oui, s'ils avaient une hausse, effectivement, de salaire, ça serait mieux. Moi, je vois dans l'autre sens, si on arrêtait de marchandiser l'alimentation, peut-être qu'on n'en serait pas là. Euh, Puis c'était ça que je voulais vous entendre un petit peu sur, oui, effectivement, mettre la pression sur les gouvernements, mais à un moment donné, le communautaire, les, euh, les études sont là pour le prouver, puis il n'y a rien, il n'y a pas de politique qui s'oriente vers là. Puis là, on sait qu'on s'en va vers des élections municipales, puis l'alimentation est zéro
peanut dans aucune discussion, alors que c'est un droit et un besoin basique pour tous les êtres humains. Et vous l'avez mentionné, le filet social, c'est comme un rapport numéro un pour euh, empêcher justement des, de l'insécurité alimentaire. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Moi, pour travailler dans les cuisines, puis avec les gens, chacun est perdu dans sa dans sa survie, en fait, d'essayer de manger comme ils peuvent. Puis ce lien social, il est complètement détruit par toutes les politiques, par l'isolement des gens, par le fait qu'on ne va pas en parler, c'est une honte, alors que dans beaucoup d'autres cultures, dans beaucoup d'autres pays, si son voisin n'a pas mangé, ben on va partager notre pain avec lui pour en manger. Et c'est quelque chose que je pense c'est vraiment un changement de mentalité totalement par rapport à l'alimentation qui est nécessaire. Moi, c'est ce que je vois vraiment au cœur aussi du problème. Donc, c'était pas vraiment une question, c'était peut-être beaucoup de ce que je vois aussi sur le terrain, mais j'aurais voulu vous entendre un peu sur tout ça. Mais c'est super, c'est très, très intéressant. Écoutez, et oui, c'est vrai que dans les élections municipales, on parle peu de logement. C'est-à-dire, on parle peu d'insécurité alimentaire, mais on parle beaucoup de logement. Puis il y a comme un effet là direct. C'est des vases communicants directs là. Et c'est pour ça que je, je, je vous invite, j'incite fortement là, à lire l'étude de Sandy, là, ma collègue, sur insécurité alimentaire et logement. Donc, oui, écoutez, la marchandisation, mais comment vous voyez des solutions? Donc, il y a les solutions politiques publiques, mais donc, est-ce que vous pensez à des politiques agricoles en termes de politique publique et non seulement des politiques en termes de sécurité du revenu, mettons, ou assurantielle, mais donc, vous voyez, vous envisagez que des politiques, ben, là, je mets des mots dans votre bouche, là, il faut me dire non, non, c'est pas ça. Donc, d'envisager plus largement la question en intégrant la politique agricole. Je fais juste un petit parenthèse sur les coupons alimentaires. Euh, ce qui est intéressant dans les coupons alimentaires, je trouve, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est l'idée que ça connecte euh, euh, avec la production locale, avec les producteurs locaux. Donc, ça rend plus l'acceptabilité sociale est plus grande, je trouve probablement plus facile à faire passer dans la population l'idée des coupons. Euh, en tout cas, comme solution là, de moyen terme, là, entre ça et rien, vaut mieux ça. Et donc ça, c'est pas une politique agricole, mais disons que ça touche à l'agricole. Donc, mais euh, si on peut avoir des idées de politique publique qui puissent avoir un effet sur la sortie durable de l'insécurité alimentaire et des politiques qui sont des politiques agricoles qui touche quoi? Le prix des aliments, l'accessibilité. En fait, le prix des aliments, bon, ça, c'est toujours un peu un enjeu. Est-ce que c'est le producteur qui charge trop cher ou est-ce que c'est le distributeur qui charge trop cher? On sait que les distributeurs ont fait beaucoup d'argent là durant la pandémie. En tout cas, bref, j'ai assez parlé. Je veux juste rebondir sur ce que vous Oui. disiez. C'est parce qu'on pense aussi au système alimentaire. Oui, effectivement, rapprochons la nourriture des producteurs locaux, mais on sait qu'au Canada et au Québec, avec les visas fermés de travail, c'est comme des formes d'esclavage moderne. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte dans manger local. Comment est-ce que le système local est fait aussi? Mais moi, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une conférence de Stéphanie Wang qui parlait par exemple des fermes pérennes. Donc, l'idée de subventionner l'agriculture comme on subventionne les hôpitaux, l'éducation. En fait, de remettre la place de l'alimentation là où elle devrait être dans notre société, au lieu d'être juste une marchandise, par exemple. Merci, Alexandra. Il y a Gazavi. Oui. Oui, pardon, j'ai manqué un peu une petite partie. Dans le fond, c'est une commentaire slash question. Justement, quand on parlait des solutions présentement sur le terrain face à l'insécurité alimentaire, on voit les ateliers cuisine collective, etc., mais que c'est pas durable comme on l'a constaté. Puis j'aimerais savoir parce que moi, personnellement,
je trouve que les connaissances, vraiment les connaissances plus approfondies en alimentation vient vraiment autonomiser et mettre une sorte de durabilité dans les compétences des citoyens, mais pour que ce soit, pour que ça vienne contrer un peu qu'est-ce qui nous manque dans le fond dans ces personnes-là quand ils sont vulnérables, c'est parce qu'il manque des ressources financières, etc. Donc, moi, je vois comme un cercle où ce que, oui, on vient autonomiser par les connaissances, mais on vient aussi créer de l'emploi, puis on vient ensuite bonifier l'offre et aussi réduire l'urgence. J'aimerais savoir, est-ce que pour les solutions qui sont plus durables, est-ce que c'est quelque chose comme ça aussi que vous avez en tête ou ça va plus large, donc comme la politique, etc.? Ben, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, l'efficacité d'ateliers de cuisine collective, ça peut effectivement autonomiser. En même temps, bon, autonomiser, ça peut si ta situation matérielle ne change pas, ça peut te rendre un peu plus habile à profiter du peu que tu as. Est-ce que ça peut, momentanément, tu peux sortir du cycle de l'insécurité alimentaire, mais retomber? Tu sais, il y a les imprévus de la vie aussi, hein. Euh, donc, je dirais pas, je pense que il y a peut-être pas une seule solution, mais je vois qu'il y a plusieurs d'ailleurs euh, euh, dépannage alimentaire, tout ça, qui offre d'organismes qui offrent pas juste du dépannage alimentaire, mais comment se trouver un emploi, ci, ça, qui permettent aux gens de créer des réseaux et de se sortir finalement de la pauvreté. Euh, donc, il y a plusieurs trajectoires, hein. Je voudrais pas dire que, il y a juste une solution parce qu'il y a juste une trajectoire, mais non. Il y a même, comme on a vu, il y a même des gens un peu plus riches, plus aisés, qui sont en insécurité alimentaire, mais on peut penser que, bon, c'est parce que les taux d'intérêt ont augmenté, puis que les paiements qu'ils doivent faire leur hypothèque, et ça les sert pas mal parce que là, ils ont dépensé pour leur voyage à Rome. Euh, eux autres, ils risquent d'être moins longtemps en insécurité alimentaire, ça peut être vraiment ponctuel. Il y en a que c'est vraiment chronique, là. Je pense que les cuisines collectives, c'est réputé là, comme... euh, puis je pense qu'au Québec, là, c'est particulièrement fort, là. Puis je pense on a une réputation pour ça aussi. Ça crée de la solidarité, c'est du réseautage. Donc, c'est un plus, là. C'est un plus. C'est pas la seule solution. Ça peut pas être la seule solution, mais c'est le genre de solution qui doivent être mises de l'avant, puis qui doivent être valorisées et financées. Merci. Merci François. On a encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un avait d'autres questions, voulait rebondir? Personne? Bon, ben François, personne n'a des questions pour toi? Ben, bonne chance, en tout cas, à tout le monde. Vous faites un travail exceptionnel sur le terrain. Oui. Ben, merci beaucoup. François, est-ce que ce sera possible de nous partager ta diapo? Oui, Parfait. Bah, merci beaucoup à tout le monde. Je vous enverrai un petit courriel avec l'enregistrement vidéo. Et puis, une question, Vincent et Héloïse, pardon, je vous avais pas vu. Bon, oui, excusez-moi, en fait, on pensait que c'était terminé, mais je vais intervenir. J'ai entendu plusieurs choses. D'abord, merci pour la présentation. Moi, j'ai géré des marchés fermiers, donc j'étais intéressé par rapport à ce qu'ils disaient. J'ai beaucoup eu à faire avec des producteurs et effectivement, revient beaucoup l'affaire de subventionner l'agriculture. C'est pas tant que les agriculteurs vont mettre leur prix trop haut, mais c'est qu'en fait, ils sont complètement étranglés d'un point de vue d'endettement, que ce soit les équipements, que ce soit l'achat du terrain, que ce soit, etc. Donc, il y a toute une nouvelle génération
de néo-agriculteurs qui sont très engagés et qui ne font pas seulement alimenter, mais qui vont être aussi des acteurs dans le domaine de la durabilité des territoires, etc., etc. Donc, qui mériteraient grandement, effectivement, à être soutenus d'une manière ou d'une autre et que ça puisse favoriser justement à ce que les aliments, quand ils arrivent dans les marchés, soient à des coûts moindres. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se font de plus en plus pour alimenter les marchés, euh, les marchés solidaires, donc comme le MAMS, etc., etc. Mais tous ces systèmes-là aussi restent relativement fragiles. Donc, on est comme à la fois dépendant des subventions qui vont venir, qui vont s'arrêter, qui recommencent, qui sont. Alors, il y a tout un volet en fait de prise en charge de tous ces aspects-là qui pourraient permettre justement de soutenir de façon Ah, durable ben oui, c'est normal. la profit. Marie-Ève, c'est possible de couper ton micro? Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Non, mais de soutenir durablement en fait l'accès à l'alimentation, l'accès à l'alimentation locale. Donc c'est ça. Et puis si on parle de durabilité, donc le circuit court, etc., c'est toutes ces choses-là, tous ces leviers-là sur lesquels on devrait pouvoir s'appuyer justement pour en faire une politique qui profite à toutes et à tous. Voilà. Dans le fond, on serait dû pour une espèce de forum sur l'insécurité alimentaire avec les acteurs concentrés sur la question de la sécurité alimentaire parce qu'il y a des choses qui se font sur la sécurité alimentaire qui, comme j'ai dit au début, c'est différent, c'est d'autres enjeux, mais, euh, mais de faire la liaison entre la sécurité alimentaire et la production locale, ça, je trouve que ça peut être intéressant, là, ça peut être mobilisateur. Et il y a tellement d'initiatives, on fonctionne beaucoup en silo. Ce serait bien à un moment donné qu'on se trouve une place, là, un endroit là, pour tous se réfléchir là, ensemble et pour, c'est ça, donner des objectifs. Je trouve que c'est important de que le gouvernement se donne des objectifs ciblés par rapport à l'insécurité alimentaire. Je reviens là-dessus. Et en particulier par rapport à l'insécurité alimentaire sévère. Je pense qu'il faut que ça soit un objectif, là. Ça peut pas être tout le temps le dépannage alimentaire qui prend ça sur son dos. Tout le monde est engorgé, les banques alimentaires débordent de tous les bords. Je veux dire, ça peut pas rester comme ça non plus, là, c'est certain. Mais le fait est que du champ à l'assiette, il y a il y a toute une chaîne qui vaudrait la peine d'être, oui, d'avoir un forum, oui, c'est une excellente idée. Mais que ce ne soit pas un forum de plus, là, que ce soit pas. Il y a beaucoup de débats aussi, il y a beaucoup de rencontres, comme tu dis, on travaille en silo, donc à un moment donné, on entend toujours un peu les mêmes choses un peu partout, Mhm. que ce soit quelque chose en tout cas, qui puisse apporter quelque chose de plus constructif et effectivement que ça arrive aux bons endroits. Est-ce qu'il faut faire des pétitions auprès justement des élus, que ça arrive à l'Assemblée nationale, que la pression soit là? On peut débattre à l'Assemblée nationale à partir du moment où on réunit un certain nombre de signatures. Donc, est-ce qu'il faut une pétition? Est-ce que ça serait ça les objectifs d'une rencontre autour de tous ces enjeux-là? Peut-être. Merci. En tout cas. Merci beaucoup, Vincent. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci encore une fois, François. Merci à tout le monde. Puis on s'écrit et puis je vous envoie la diapo de François. Merci beaucoup. Merci, bon courage à tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.